c'est un talk qui s'adresse à tout le public, hein, et n'hésitez pas à intervenir, à échanger durant cette présentation. Je suis encadré entre... Je passe rapidement. Bonjour tout le monde. Ok, donc le NoSQL, on va voir ce que c'est. D'abord, donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc le sommaire de cette présentation qui va durer environ 30 minutes. Donc de dire qu'est-ce qu'une base de données. On va échanger là-dessus. Après, qu'est-ce qu'une base de données traditionnelle, donc ce qu'on appelle une base de données SQL, que l'on rencontre 9 fois sur 10 chez les grands comptes, durant les missions des consultants. Une petite démonstration d'une base SQL traditionnelle, en l'occurrence MySQL, et ce qui les distingue des bases de données NoSQL, avec quelques démonstrations et des questions. Voilà, donc apparemment, est-ce que certains ont l'expérience avec des bases de données NoSQL? Quelques produits, non? Quelques noms, quelques mots-clés? Tant mieux, vous allez être plus au fait à la fin de cette présentation. Hop. Alors voilà, j'ai refait un petit schéma classique. Donc une architecture traditionnelle client-serveur que l'on rencontre notamment dans les banques. Donc vous êtes le client, vous voulez accéder à votre compte bancaire, vous êtes client d'une banque, donc vous allez sur Internet, vous utilisez votre navigateur Internet pour consulter votre compte. Donc le flux part de votre ordinateur, traverse différents tuyaux Internet, arrive chez la banque. Il y a souvent ce qu'on appelle un peu de pare-feu, une couche sécurité. Pour, évidemment, une banque, tout est sécurisé. Et après, la banque contient plusieurs applications, dont celle-ci, qui traditionnellement peut se découper ainsi. Un côté serveur d'application. Donc là, souvent les développeurs vont coder leur application en Java, en PHP, en C#, en Python, etc. Donc le code se met ici. Et ici, donc, il y a une base de données. Donc on verra par la suite quelle base de données, une ou plusieurs d'ailleurs, d'où le pluriel, pour stocker les données. Donc ce qui distingue ces deux blocs, c'est que le serveur d'application, lui, c'est un peu ce qu'on appelle le contrôleur, donc il s'occupe de la logique et la donnée. En fait, si vous voulez, il va filtrer et interroger la donnée qui est ici. Donc là, si vous voulez, il sert de client et lui, il sert de serveur. Donc vous voyez, client, serveur, et là, ce serveur, c'est à la fois aussi le client-serveur. C'est le grand principe de l'informatique. Et donc le langage SQL que certains connaissent, ça correspond environ à ce trait vert. Donc c'est ce qui permet d'interroger, de communiquer entre le serveur d'application et les bases de données. Et en dessous, on voit pas bien, mais là c'est d'autres référentiels, d'autres données. Donc ça peut être récupérer des données du CAC 40, regarder si quelqu'un est interdit bancaire auprès de la Banque de France, voilà, donc il y a souvent d'autres dépendances. Évidemment c'est un schéma très simplifié. Alors on distingue quelques intervenants, il est intéressant de souligner. Donc il y a souvent ce qu'on appelle une équipe de production IT, donc qui est souvent dédiée à une application, donc qui s'occupe de l'installation, de la maintenance des serveurs d'application, on regarde aussi si la base de données se comporte bien. Et il y a également des gens spécialistes des bases de données, qu'on appelle administrateurs de bases de données, de l'acronyme anglais DBA, Database Administrator, donc qui lui était extérieur au projet et vient temporairement, ponctuellement, sur des problématiques notamment de tout ce qui est installation des bases de données, parce que ce sont des logiciels à part entière. Et toutes les problématiques de sauvegarde, de haute disponibilité, qui sont assez complexes à gérer. Voilà, donc c'est souvent ces tâches qui lui incombent, ainsi que des tâches de performance. Il y a des problèmes de lenteur, on sollicite souvent les DBA pour qu'ils aident à identifier les points de lenteur.
Un point important qui est à souligner aussi, c'est notamment tout ce qui est langage. Donc, si vous avez une application en Java, ou en C# ou etc., pour communiquer avec une base de données, il y a ce qu'on appelle un driver. Donc c'est juste un petit framework, une petite librairie qui s'intercale ici, qui sert à interpréter, à envoyer les commandes SQL et à comprendre la réponse. Donc, chaque langage a son petit driver. Ce qu'il faut retenir, c'est que les bases de données sont compatibles avec les principaux langages informatiques du marché. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? C'est une question, un terme que l'on rencontre souvent, mais qu'il est intéressant de définir. Donc, la première chose à noter, c'est qu'une base de données, c'est un logiciel informatique comme un autre. Donc, on peut le télécharger sur Internet, hein, certains qui sont gratuits. Ça sert à stocker et manipuler des données. Donc, au final, une base de données, ça stocke des données dans des fichiers, comme certains manipulent des fichiers Excel. Simplement, ces fichiers sont très optimisés pour facilement déjà compresser les données et retrouver des données selon certains critères, certains filtres. Tout l'intérêt, c'est de filtrer, trier, manipuler. Et il y a aussi un côté qui est assez important, c'est tout ce qui est haute disponibilité, réplication, cluster. Donc, notre base de données est hébergée à la fois aux États-Unis et en France pour, en cas d'incident dans un des deux continents, que les données puissent être toujours disponibles. Ça, c'est des problématiques assez complexes en informatique, tout ce qui est donc, réplication, tolérance aux pannes. Enfin, une base de données, avant tout, il y a de la donnée. Et donc, il y a souvent ce qu'on appelle un modèle de données. Et ces données sont reliées entre elles. Voilà, c'est toute la problématique du NoSQL, on va voir, c'est comment est-ce que les données sont plus ou moins, les structures sont plus ou moins rigides. Voilà, c'est tout l'intérêt du NoSQL. Le SQL, on va voir par la suite, va permettre une certaine flexibilité que les bases traditionnelles n'offrent pas forcément. Alors, quand vous commencez un nouveau projet, vous avez le choix d'une base de données, selon plein de critères. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Évidemment, la nature des données. Ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Donc, est-ce que les données sont très hétérogènes, sont homogènes? Est-ce qu'il y a beaucoup de données? Enfin, voilà, vous imaginez toute la problématique des données. Assez proche de cette problématique, il y a la notion de volumétrie. Voilà, donc les bases de données peuvent stocker des terras et terras de données. Hein, dans les banques, ça amène pas mal de problèmes, justement, d'énergie pour gérer la volumétrie. On parle de téraoctets, d'hexaoctets, quand il faut répliquer, sauvegarder, c'est des problématiques énormes, qui justement sont aussi liées aux questions de performance. Il faut extraire une donnée parmi un ensemble immense de données. Donc là aussi, donc chaque base de données va se distinguer sur des critères de performance. Il y a aussi des questions de technologie. Donc on peut parler d'Unix, Linux, 64 bits, 32 bits, enfin, il y a quelques contraintes, même si les bases essaient d'être installables sur tous les environnements pour bien sûr n'exclure aucun marché. J'en parle donc tout ce qui est haute disponibilité. Donc ça correspond à ce que la navigation soit disponible 24/24, 7 jours sur 7, quelle que soit la charge, etc. Même si on fait une maintenance, une installation de patch, voilà, c'est plein de mécanismes complexes. La tolérance aux pannes, voilà, donc imaginez un disque, c'est assez complexe, de faire un instantané d'une base de données, et après vous imaginez le volume des données, et puis l'archivage, le stockage, la récupération des données. Et enfin, une question qu'on ne peut pas élucider, c'est tout ce qui est coût notamment de la licence, donc c'est pour que le produit tourne, donc c'est souvent les grands éditeurs, hein, notamment Oracle, qui est une politique tarifaire exorbitante. Et aussi le support, c'est que les entreprises aiment bien avoir du support et de l'accompagnement auprès de soit de sociétés de conseil, soit auprès des éditeurs. Alors, j'ai également introduit le terme de SGBDR, donc Système de gestion de base de données relationnelles. C'est un acronyme qui peut signifier pour le coup une base de données traditionnelle. Donc c'est un terme qu'on peut rencontrer SGBD ou SGBDR, système de gestion de base de données, équivalent en anglais. Donc, quand je vais parler de SGBDR,
quand je parle de base de données traditionnelle, il faut penser SQL, base de données traditionnelle que l'on rencontre depuis les années 80, puisque Oracle, qui a été fondé par Larry Ellison en 1977, a lancé son premier produit, sa première base en 1979, donc bien avant nombre d'entre nous. Et donc ça se base sur le paradigme du SQL. Donc SQL, c'est un langage de programmation qui veut dire Structured Query Language, donc langage de requête structurée. Donc le SQL, qui est donc un langage pour insérer, modifier, supprimer, lire de la donnée. Et c'est ce qui fait sa force, compatible, compris par l'ensemble des bases SQL, évidemment, mais l'ensemble des bases traditionnelles. Donc, ce qui permet, si vous voulez, notamment quelqu'un qui a travaillé sur une base Oracle, aura sans trop de difficultés la possibilité de travailler facilement sur une base Microsoft SQL Server. On verra les différents produits par la suite, mais voilà, donc il y a une certaine popularité. On apprend le langage à l'école, voilà, c'est vraiment une forte communauté. Alors je mets juste un bémol sur ce qu'on appelle les procédures stockées. Donc, certains d'entre vous en rencontrent durant leur mission. Donc, les procédures stockées, ce sont des requêtes SQL assez complexes. Généralement, ce sont plusieurs requêtes ensemble. Et donc là, par contre, ce n'est pas standardisé. Donc chaque vendeur a son propre langage de procédures stockées. Donc Oracle a par exemple le PL-SQL. Microsoft SQL Server a le TSQL, Transact SQL. C'est ce qui est toute la difficulté, notamment pour les migrations. C'est qu'il faut les réécrire entièrement quand on veut passer d'une base de données à une autre. Donc des termes également que l'on associe au SGBDR, c'est ce qui figure dans la petite colonne de droite là. Donc il y a des notions de clés, d'index, de propriétés acides. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les propriétés acides des bases de données. Je peux en citer quelques-unes, acides, c'est ce que ça veut dire. Atomicité, cohérence, intégrité. Voilà, donc. Les derniers, c'est. Moi non plus, j'ai un doute. Mais ça s'assure en fait, c'est des propriétés qui assure que la base de données a un comportement cohérent, qu'il n'y ait pas de données corrompues, voilà, que ça se comporte bien. On rencontre aussi le terme de CRUD, pour les anglophones. Donc c'est Create, Read, Update, Delete. Ce sont des opérations majeures que l'on fait en SQL. Donc à savoir lire, éditer, modifier, supprimer des données. Il y a aussi un côté transactionnel, qui sera intéressant d'expliquer ultérieurement. Speed learning dédié, donc une transaction, c'est un ensemble de commandes qui sont exécutées, ou si ça se passe mal, il y a un phénomène de rollback. Donc, la transaction ne se fait pas à moitié, c'est-à-dire que soit elle se fait, soit elle ne se fait pas. Donc, notamment, on peut penser à une transaction bancaire, donc quand il y a un échange d'argent, oui, il y a un flux des deux côtés, donc je prends de l'argent d'ici, je mets là, et ben, les deux opérations doivent être faites en même temps, sinon on annule la transaction. On ne peut pas juste faire un transfert d'argent dans un seul sens, que l'argent soit dans les deux sens. Donc c'est ce côté transactionnel que j'explique très mal, mais voilà, c'est ce côté-là. Le côté partition aussi, c'est pour optimiser la place de données, et optimisation, il y a aussi beaucoup de travail, notamment pour les DLA, pour optimiser les requêtes SQL qui peuvent faire une trentaine de lignes. Enfin, on verra ça par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc vous les connaissez peut-être, plus les équipes de ressources humaines, j'imagine. Elles fleurissent bon dans les CV. Ce sont les systèmes de gestion de bases de données relationnelles les plus populaires du marché, avec leur petit logo, parce que moi j'ai quelqu'un qui retient mieux avec les logos. Donc il y a la famille des produits Oracle. Donc notamment la dernière version, c'est Oracle Database 18C. Donc j'en rappelle, Oracle a créé depuis 1979, donc, un acteur majeur. Les SGBD sont dans les banques depuis les années 80. Donc vous voyez, c'est une longue relation. Un concurrent un peu moins onéreux, parce que Oracle est, on peut dire sur Oracle là, rapidement, c'est que c'est la Rolls-Royce des bases de données. C'est la plus performante, la plus puissante. On l'utilise souvent pour les données extrêmement critiques. Mais elle coûte horriblement cher. Je suis obligé de le dire, mais c'est la vérité. Donc une alternative un peu moins chère, c'est les autres, Microsoft SQL Server, qui a à peu près des fonctionnalités équivalentes, peu ou prou. Voilà. Une idée
La différence de prix entre les... Ah non, c'est des confidentiels, ça se négocie, c'est très dur de trouver des Alors par contre, ce que je peux te dire, c'est que la facturation se fait au niveau du CPU. Notamment quand tu as un CPU, tu as un coût de licence par CPU, donc c'est, si tu veux, à l'usage. Tu perdras sur Internet, c'est assez compliqué, hein, c'est assez secret, ça se négocie, c'est un métier, hein, ça se négocie un peu sous le manteau, autour d'une bonne bouteille, enfin voilà, il n'y a pas de politique claire, c'est beaucoup de contrats, ça se chiffre en centaines de milliers de dollars. Voilà. Et puis, ce qui est important de noter, c'est qu'on a un peu les pieds liés. Comme je l'expliquais, c'est très compliqué de migrer d'une base à une autre. Donc, on a embarqué sur Oracle pendant des décennies. Donc, et Oracle peut décider du jour au lendemain de changer sa politique tarifaire. Si vous lisez la presse spécialisée, il y a souvent des clients qui se liguent pour justement contre Oracle pour qui essaient d'assouplir leur politique tarifaire. Enfin, les autres sont pas mieux non plus. Hein. Microsoft SQL Server aussi, c'est pas donné, mais bon, c'est connu un peu moins cher. Alors un peu moins connu, IBM DB2, ça sent un petit peu la poussière, hein, désolé, mais c'est plus trop la mode. Et Sybase, qui est donc une compagnie Sybase avec son produit ASE qui a été racheté par littéralement SAP. Et donc il y en a des centaines, hein, des GVDR. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez que j'ai pas vu dans mon diagramme, hein, sans doute. Hein. Mais il y a deux produits open source, là, les deux du bas. Donc PostgreSQL, que l'on peut dire l'oracle du pauvre, si on veut être pragmatique. Je sais qu'il y a un article dans le blog hein, sur PostgreSQL, donc c'est assez complet, c'est le produit open source, la base de données open source la plus aboutie. Et MySQL, la base de données la plus populaire du monde, parce qu'elle est gratuite, mais elle est assez limitée techniquement. Voilà. Et MySQL appartient à Oracle depuis quelques années. MySQL? Ouais, MySQL appartient à Oracle depuis quelques années, ce qui n'est pas le cas de PostgreSQL qui vit grâce à une communauté. Mais ça reste gratuit. Ça reste gratuit, ouais. Alors il y a une licence pour MySQL, il y a une licence gratuite et payante suivant les fonctionnalités que l'on souhaite. Ce qui est assez classique dans l'open source. Voilà, donc je parle beaucoup du SQL, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez au fond de cette diapositive des tables. On va voir ça peut-être un petit peu mieux dans un exemple. Donc juste rapidement, voilà, une requête SQL, c'est un langage de programmation, ça se lit un peu comme de l'anglais. Donc on sélectionne des données dans des tables, donc c'est tout ce qui appartient à from customer. Donc on va récupérer des données du customer, par exemple le pays, la ville, l'adresse, le prénom et le nom de famille du customer. Et il y a une notion de filtre, qu'on rencontre souvent, where. Donc là, par exemple, je demande où est-ce que le country soit les États-Unis, soit le Canada. Vous voyez, donc on peut jouer sur ce genre de choses. Un peu comme dans Excel, hein, vous faites vos filtres, tac, sauf que là, c'est décrit en langage de programmation. Et il y a une condition pour ordonner les données. Donc là, je classe les résultats par nom de famille et par prénom. Donc ça fait un petit peu théorique. Je vous propose de faire un peu de pratique. Donc il y a pas mal d'outils, parce que les bases de données, c'est un outil un peu brut. Et donc pour manipuler ces bases de données, il y a des outils qui offrent une couche graphique un peu sexy, j'ai envie de dire, un peu plus abordable, notamment pour les gens qui sont un peu moins familiers de la technique ou pour simplement s'exercer. Hop. Alors, j'essaie de faire ça. Donc là, on va se baser sur la fameuse base MySQL, hein, qui est la plus petite, la plus légère. C'est pour ça que donc il y a différents outils pour manipuler cette base de données. J'ai pris une PHPMyAdmin, c'est un outil open source que certains connaissent sans doute. Ah, j'ai un client à droite. Donc voilà, j'ai pensé que cette démo serait plus intéressante avec un petit côté jouer. Donc là, vous voyez, donc là c'est un exemple d'une base de données qui simule un magasin de vente de location de DVD. Donc vous voyez peut-être pas grand chose, mais là, ce que vous voyez, donc les données sont découpées dans des tables. Je vais grandir un peu plus. Vous voyez donc là, vous voyez la colonne table, elle est ici, table. Donc, vous voyez, on stocke les données dans différentes tables. Donc une table actor, une table adresse, etc. On a la catégorie, city, country. Voilà, on sépare dans les bases MySQL les données, elles sont dans des tables bien distinctes.
essayer de perdre un peu mon zoom. Bon, là, vous allez dire, c'est pas très parlant. Je propose cette vue-là, qui est un peu plus parlante. Donc là, on voit qu'il y a 23 tables. C'est marqué en dessous. Donc voilà, donc une base de données, on retrouve ces 23 tables. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes ces tables, donc si j'en tire par exemple la table film, hop, c'est un petit widget sympathique. La table film, elle a des relations, donc c'est d'où le système de gestion de base de données relationnelles, il y a des relations entre tables, vous voyez, donc la table film est reliée à la table film actor, entre autres, par un système de clés, bon je ne m'étends pas là-dessus. Et si on zoome un peu sur la table film, je ne sais pas si vous avez une bonne vue ou pas, ben, il y a différents champs, un peu comme une feuille Excel, dont un titre, qui est donc un titre qui est défini en tant que varchar 255, ce qui veut dire que c'est un titre, c'est une chaîne de caractères de 255 caractères maximum. Une description, c'est un champ texte, limité à 60 000 caractères de mémoire. Il y a un champ releasieur, donc c'est un champ date, année plutôt. Il y a un taux de location, donc rental rate, donc c'est un type décimal de maximum 2 et 4 décimales, donc 99,9999, voilà, donc c'est un type de données. Et tout ça pour vous expliquer que, voilà, que chaque objet a, si vous voulez, des colonnes bien précises, avec un type bien précis. Tout ça pour des questions de normalisation et d'optimisation. Donc, vous voyez, donc il y a 23 tables qui sont toutes reliées par des relations. Donc là, on voit peut-être un peu mieux les différents champs. Donc c'est ceux que j'ai énumérés. Et, évidemment, donc c'est les structures, et l'autre pendant la structure, c'est les données. Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a dans cette table film. Donc on va retrouver, voilà, l'ensemble des films. Vous voyez bien ou pas? Parce que moi, je ne vois pas grand-chose. C'est pas assez visible, ça. Juste zoom. L'ensemble des films, donc on retrouve les colonnes. Donc film ID. Et ce qui va être intéressant, donc là on voit qu'il a fait une requête SQL select all from film, donc pour retrouver les données. C'est toujours le langage principal. Et je peux éditer donc n'importe quelle entrée. On voit mieux là. On peut éditer, donc je peux modifier les données. On n'a pas dû jouer avec le zoom, je suis désolé. On peut éditer graphiquement, grâce à ce petit bouton Edit. Voilà, tous les champs. Donc ça, c'est un outil graphique qui permet d'éditer facilement le champ. Donc là, je vais compléter la description du film. C'est nul. Vous voyez, hop, je mets un petit commentaire. J'enregistre, et là, il va me générer, c'est la magie de l'outil, une requête SQL. C'est toujours SQL qui fait l'action. Donc là, il va comprendre, il va générer une requête SQL, qu'on voit ici en haut. C'est la fameuse requête update film, voilà, cette description, where film ID égale 1. Voilà. Ça, c'est bon, une requête SQL. Si on reprend au mot CRUD, create, update, read, delete, donc ça fait partie du update de CRUD. Donc c'est une requête SQL pour mettre à jour une donnée. Donc le SQL, ça sert à lire, modifier et supprimer des données. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus, hein, on pourrait s'amuser un peu plus, mais on fera peut-être l'objet d'un speedlearning dans le futur sur le SQL. Mais c'est très intéressant. C'est à connaître, hein, quand vous êtes développeur, le SQL, ça fait quand même partie des bases. Donc là, j'aurais pu jouer la requête, mais j'ai pas eu le courage de jouer la requête. On pourra la jouer sur un peu de temps à la fin. Voici pour cette magasin de location de DVD. Alors,
parlons un peu de notre sujet, les bases de données NoSQL. Donc là, on était dans le monde SQL, rigide, strict, vous voyez, une donnée, c'est un type, etc. Des tables, des index. Donc c'est ce qui est présent depuis les années 80. Là, donc, bienvenue dans le monde du NoSQL. Alors, définition à ma sauce. J'ai eu le temps à plus ou moins beau ce qu'elle vaut, hein, mais bon, j'ai fait un peu la synthèse de mes différentes lectures. C'est le NoSQL, donc c'est pas un standard, c'est pas une norme, c'est un buzzword, c'est une mouvance, une vague, une tendance qui a apparu dans les années 2010, qui, comme je l'indique, qui regroupe une dizaine de logiciels qui proposent de stocker de la donnée de manière différente, selon différents cas d'usage. Donc, un peu, on verra chaque base de données son cas d'usage. Pour sortir du paradigme NoSQL. Alors NoSQL, ce n'est pas un acronyme, même si certains se sont eu l'envie de le nommer comme Not Only SQL. Donc c'est pas NoSQL, mais c'est Not Only SQL. Je suis plutôt d'accord avec ça. On verra plutôt que le NoSQL, ça sera souvent en complément d'une base SQL, donc ce sera l'objet de la conclusion. Je tiens d'abord aussi à rappeler que le SQL est toujours très populaire, hein, c'est 9 bases sur 10 dans le marché, notamment dans les banques. Et l'arrivée du NoSQL, c'est évidemment avec l'éclosion d'Amazon, etc., de toute cette tendance cloud. Et donc parce que les bases de NoSQL, les produits sont soutenus, notamment par les géants d'Internet, les GAFA. Et la plupart des produits ont une double licence, un peu comme NoSQL, licence commerciale et licence open source. Qui va permettre de faire des démonstrations, justement. Voilà pour cette petit aperçu de NoSQL. Donc ça, c'est l'essentiel de la présentation. Hein. Si vous retenez ça, c'est l'essentiel. Alors, le problème de cette effervescence dans SQL, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines d'acteurs. Donc là, ce qui se dit dans la littérature, sur l'internet, hein, c'est les plus populaires. Donc la plus populaire, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est MongoDB, qu'on va voir dans quelques minutes. Donc chaque base est très différente, hein. Ils ont vraiment toutes des philosophies différentes. Cassandra, donc, qui était à l'origine développée, je crois, chez Facebook, qui a été donnée à la communauté il y a quelques années. Redis, Apache, donc la fondation Apache, qui propose beaucoup de logiciels, donc Apache HBase. Neo4j, on va aussi voir, on va voir les 1, 3, 5, MongoDB, Redis et Neo4j. C'est les seuls que je connais à peu près correctement. Il y a Oracle aussi, qui n'est pas bien sûr, qui a toujours des intérêts à suivre un peu ce qu'il fait dans le marché, donc a lancé son produit, Oracle NoSQL Database. Un géant du web, Amazon, DynamoDB, après Couchbase, je connais un peu moins. Puis à droite, là, si vous connaissez, si vous m'aviez donné des noms, j'aurais pas regardé dans quel type de données c'est, mais voilà, je pense à Elasticsearch, peut-être que certains connaissent, le moteur de recherche. Voilà, c'est un peu considéré comme une base NoSQL parce que ça stocke de la donnée. Donc NoSQL c'est assez large, hein, c'est pas un club fermé, voilà, on y passe, on y rentre, il n'y a pas d'organisme, c'est vraiment une tendance à la bonne franquette. Donc le problème, déjà on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs majeurs, d'où la jeunesse des produits, à moins de 10 ans, le temps qu'ils soient un peu plus matures, donc c'est encore un peu la guerre sur les différents acteurs avant que 4-5 acteurs majeurs se départagent. Oui, c'est encore un peu l'effervescence. Ils s'en créent chaque année, hein, des produits. Donc voilà, c'est un petit peu la guerre. Je dirais peut-être pas la même chose dans une dizaine d'années. Les acteurs seront plus matures. Les outils également. Alors voilà, donc là je vais parler du numéro 3. Pourquoi je commence par le numéro 3? Parce que c'est peut-être le plus simple. Redis. Quelqu'un connaît Redis? Non, jamais. Redis, sert de stockage clé-valeur. Principalement, donc une clé, une valeur. Nom, John. Âge, 56. Vous voyez, donc la clé, valeur. Ça stocke ce genre de données. Sauf que ça stocke ce genre de données de forme très optimisée, notamment stockage en RAM, donc grande vitesse de lecture et d'écriture. Donc ça permet d'avoir une information simple, vous voyez, une chaîne de données, un chiffre, une date, de manière extrêmement simple.
Alors il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes, mais je vous propose de faire une petite démo. Donc là j'ai un outil différent, hein, qui s'appelle Redis Commander, que j'ai trouvé sur internet. Alors on n'a toujours pas grand chose. Donc ne vous attendez pas à la révolution. Donc il y a une base de données, hein, toujours ce principe de base de données, et je peux ajouter une clé. Donc là il propose, comme je vous dis, une clé, une valeur. Donc clé société, c'est un type string, donc une chaîne de caractères, j'ai différents types, split, set, sorted, hash string, algophi. Bon, c'est un peu décevant, hein, je suis désolé, mais ça se résume un peu à ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de données, il n'y a pas de table, il n'y a pas de... Je peux l'ajouter, je peux la supprimer à la volée, donc on doit la voir quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'on peut la voir. S'il faut que je déplie mon arbre. Voilà, société, vous voyez, c'est une clé société, valeur algophi. Donc je peux la supprimer, la modifier, etc. Bon, c'est pas... Donc il y a pas mal de propriétés intéressantes, notamment la clé peut expirer au bout d'un certain temps. Donc ça peut par exemple, différents cas d'usage, une promotion sur un produit, on peut mettre voilà, une date d'expiration, il y a aussi une notion de compteur incrémental, décrémental. Enfin, donc voilà, mais l'idée c'est, Redis c'est un cache de données, donc c'est stocker une donnée simple, de manière en lecture rapide et en écriture rapidement. Voilà. Ça existe depuis de nombreuses années, mais c'est assez populaire. Je rentre pas plus dans le détail, c'est pas la plus drôle à vous montrer. Plus drôle. Donc on voit que là, Redis c'est principalement pour des données assez simples. Et donc là, imaginez que j'ai mon magasin Five, donc j'ai créé une base de données, toujours l'objet de la conférence, la base de données. Et là, je peux créer, donc un peu comme l'équivalent de table, donc des collections. Donc là, je peux faire une collection de pizzas, avec un S, pizza, je sais pas si c'est vraiment un S. Et donc là, je vais stocker des données, ça va être plus parlant quand je vais le faire, de n'importe quel type de données, n'importe quelle structure, sans déclaration de structure, de table, de schéma, de colonne. Donc là, donc je name, donc c'est un système toujours de clé-valeur dans une structure. Donc name de la pizza, donc c'est margarita. Bon, je suis pas très bon en italien, margarita. Ingredients, donc je peux faire un truc ingredients, c'est vraiment ce qui me passe par la tête. Hein, ingredients, mozzarella. Donc voilà, donc je peux faire un tableau. Donc, oui, quelqu'un reconnaît le langage utilisé là ou pas? Vous connaissez le langage? JSON. Ah bien. C'est quoi? Donc c'est du JSON, donc du JSON pour les anglophones, mozzarella. Donc c'est plus du SQL là, c'est le fameux JSON qui sert de langage pour interroger et écrire des données. Tomatoes. Vous voyez, donc c'est vraiment la structure est libre. Hein. Et si vous voulez, je pourrais même faire mozzarella. Alors, encore plus, je crée. Donc, je fais juste rapidement. Donc, je peux créer une sous-structure. Hein, où il y a là, je vais mettre plus de détails sur les ingrédients. Donc, je vais mettre un nom de l'ingrédient et une quantité. Donc name mozzarella et une quantité, donc count, excusez-moi c'est en anglais mais c'est la langue de l'informatique, count 4, donc il y a 4 tranches de mozzarella, je ne sais pas si on dit des tranches mais je ne suis pas expert, et on met je mets une valeur good, je dis que c'est vrai, et voilà, donc vous voyez c'est une structure libre, et on peut sauver. Donc je n'ai nullement déclaré de stable, de schéma, etc. Alors si j'en ai envie, je peux essayer de la supprimer.
Donc il va générer un identifiant unique automatiquement. Et donc là, vous voyez, je peux la modifier à la volée. Donc, c'est pas name, mais ça s'appelle pizza name. Vous voyez, je peux même renommer. Alors pour ceux qui font du SQL, c'est plus parlant, parce qu'en SQL, on peut pas faire ça. On peut pas renommer les colonnes comme ça à la volée. Il faut être beaucoup plus rigoureux. Et price, vous voyez, je peux faire un truc price. Et donc là, je peux mettre pareil une structure. Une valeur, ça va être 2 euros, donc je mets value 2. Currency, vous voyez, je peux être très précis, hein, euro. Et donc là, on retrouve ma donnée dans ma collection pizza. Ouais, là, on voit bien l'arborescence. Hein. On voit pas très bien, c'est ça. Hop, on va zoomer un peu plus. Voilà pour les rois du JSON. Donc là, on voit bien l'arborescence. Donc c'est un seul document. Ce qui la distingue du SQL, c'est que là, tout est imbriqué. Hein. Il n'y a pas de relation, c'est qu'on met tout dedans, selon la profondeur qu'on souhaite. Donc on peut aller comme ça très loin dans l'emboîtement des objets. Donc en fait, si tu fais l'SQL une base relationnelle, c'est la syntaxe, tout ce qui est... Ouais, elle se distingue de la syntaxe. Alors pourquoi la JSON? Parce que le JSON, c'est un langage assez populaire parmi les développeurs. Mais en fait, après, le langage s'adapte à la nature de la base de données. Alors, donc, dans ce contexte particulier, pour créer des données structurées, ils se sont dit que le JSON, c'était le plus simple. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais voilà, en fait, ils sont basés sur le langage JSON qui est populaire depuis une dizaine d'années, ils l'ont imbriqué, donc ça simplifie le coût pour prendre en main l'outil. Voilà pour une petite démonstration de MongoDB. Donc voilà, je vais zapper un peu cette slide. Donc MongoDB, publié en 2009, donc dans la vague NoSQL. Donc ça s'appuie sur le format BSON pour être exact. Donc c'est du JSON binaire, voilà, le fameux JSON, le langage de requête. En fait, alors, non, je me suis trompé, c'est que le langage de requête, c'est JavaScript. Alors vous allez me dire, je raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. Mais en fait, JSON est une partie de JavaScript. Parce que JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc en tout cas, ça se base sur un langage distinct de SQL. Donc comme je l'ai démontré, il n'y a pas de schéma, donc j'ai pu créer ma pizza comme je voulais, je peux changer le schéma comme je veux, deux pizzas peuvent avoir des colonnes complètement différentes, les données sont stockées dans des documents, et les documents sont stockés dans des collections. Voilà, c'est le niveau d'arborescence. Donc c'est la plus populaire. Ça permet notamment de stocker des données très hétérogènes et de faire des requêtes dessus, qui ressemblent un peu à ce que j'ai écrit pour décrire une pizza. C'est un langage assez proche. Donc c'est une licence open source et commerciale. Voilà pour le MongoDB. Et ma favorite, Neo4j, auquel je crois beaucoup, qui est assez parlante. Donc Neo4j, ça se base sur un autre paradigme. Donc là, c'est plus de documents, c'est plus que les valeurs, c'est graphe. Alors qu'est-ce qu'un graphe? C'est, on le voit bien notamment avec un plan de métro. Ça, je vais ajouter sur le site lien. Un graphe, c'est des nœuds reliés entre eux. Et donc, si je prends le magnifique plan de la RATP, donc vous pouvez imaginer qu'une station, c'est un nœud qui a des propriétés comme un nom, une profondeur, une capacité, des horaires d'ouverture. Donc c'est un nœud qui a des propriétés, qui est relié par une relation à un autre nœud, donc une autre station. Et si vous voulez, le trait, lui, il a des caractéristiques comme par exemple la durée du trajet, etc. C'est un bus aussi. C'est un bus, le nombre de virages, voilà. Donc tout le jeu de ce genre de graphe, c'est notamment le calcul de parcours, notamment le plus court chemin. Vous voyez, donc si vous avez ce genre de choses à modéliser, eh ben, c'est ce genre de technologie qui vous aide. Donc ça vous permet comme ça de calculer le chemin le plus court entre République et la Défense, suivant différents paramètres. Théorie des graphes. Théorie des graphes, ouais. C'est ce qu'apprennent les étudiants en école d'informatique, hein, théorie des graphes. Voilà. Le plus court chemin, le voyageur du commerce, que des bons et mauvais souvenirs. Mais il y a des outils tout intégrés pour ça.
Alors, avant de jouer avec ma démonstration, donc là j'ai fait une petite... Ah, on va le voir, j'ai fait une petite démo pour Algofi. Bon, c'est modeste, hein, c'est très très modeste, désolé. Alors j'ai mis des noms fictifs pour ne blesser personne. Donc il y a un nœud Algofi, c'est un nœud du type société, et vous voyez, je mets des relations qui ont même un petit nom qui soit compréhensible, vous voyez, donc c'est très proche de ce que écrirait un humain sur le tableau blanc, c'est des relations entre objets, entre entités. Donc Alan Smith travaille chez Algofi, comme John Doe travaille aussi chez Algofi, et Alan Smith, il a deux amis, donc Tommy Moore et Lee Chan. Donc le genre de requête qu'on pourrait faire, c'est quels sont les amis d'amis de John Doe. Vous voyez, donc on pourrait essayer de... Donc d'abord on va récupérer ses collègues chez Algofi, puis après on va récupérer les amis des collègues de chez Algofi. Vous voyez, donc on peut comme ça naviguer entre objets. Bon là c'est un peu pitoyable, hein. J'ai fait ça avec 5 graphes, mais j'ai évidemment un peu plus parlant. Excusez-moi, il y a quelques petits problèmes graphiques. Donc il y a plusieurs produits du marché hein, pour la théorie des graphes. C'est vraiment une catégorie bien distincte des produits Neo4j qui ont toute leur place. Et donc je vous propose, voilà, pareil, il y a toujours une petite application fun. Donc là on va le voir que le langage de requête, ce n'est plus JavaScript, c'est plus JSON, c'est plus SQL, c'est Cypher, qui est, vous verrez, assez ressemblant au SQL, et pour cause, pour simplifier toujours la vie des développeurs. Donc là j'ai bientôt fini mon talk, hein, pour ceux qui s'impatientent. Donc voilà, donc il y a un petit outil pour apprendre en ligne. Donc là en fait, moi je vais juste charger une base de données toute faite, à savoir la base de données des acteurs et des films, en espérant que ça marche. Donc là, il raconte, donc ça s'appelle le Movie Graph, hein, donc là on va voir à quoi ça ressemble le Cypher SQL. Donc vous voyez, ça a une bonne vue là. Ça ressemble très proche au SQL avec des select, with, where, sauf que c'est des mots-clés un peu différents. Et puis on voit apparaître des flèches, vous voyez, on les voit bien là. Des flèches pour indiquer des relations. Donc c'est ce qui est un petit peu le petit plus, mais c'est volontairement très ressemblant au SQL. Donc là, je vais changer un exemple d'objet, de film, d'acteur. On va pouvoir voir quel acteur a joué dans quel film, les relations entre acteurs, voilà, suivant votre disponibilité et suivant la vitesse de l'ordinateur. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Donc là, vous voyez, il a créé plein d'objets. Donc toujours on a des strict CRUD, hein, create, read, update, delete. Donc là on a chargé une base de données prête à l'emploi. Et donc on peut voir là un petit bout de syntaxe, donc create, voilà, c'est une syntaxe propriétaire hein, qui est spécifique au produit de Neo4j, qui est un produit qui a une dizaine d'années, open source et commercial, donc moins de fonctionnalités en open source, plus de fonctionnalités en commercial. Donc là, ça met un peu de temps à calculer. Donc là, en SQL, ce genre de choses est assez compliqué. Hein. Parce que quand il y a beaucoup de relations en SQL, ça peut vite devenir compliqué. Hein. C'est des gens qui font du SQL. Alors je meuble un petit peu pour que ça change, mais voilà, c'est pour ça que ce produit est vraiment dédié à ce genre de... Donc là, il y a un code couleur arbitraire. Alors, on voit bien, hein. Non, vous voyez bien ou pas? Je n'ai pas forcément zoomé parce que ça va peut-être ralentir la machine, mais là on voit, donc là le logiciel est capable d'auto-aliguer les éléments, hein, c'est sa force, donc là c'est un outil visuel. Et donc en orange figurent les acteurs, et en vert, en bleu, je sais pas, en turquoise, je sais pas ce que, en turquoise les movies, les films. Donc on peut voir qui a tourné dans quel film. Donc là c'est basé sur Tom Hanks, donc on voit que Tom Hanks a tourné dans une dizaine de films. Et là, vous allez dire qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds, mais je peux aller creuser par exemple le film Da Vinci Code. Là, il m'affiche que pas beaucoup de nœuds par défaut, mais si je lui dis une instruction, affiche-moi tous les nœuds qui font un lien vers Da Vinci Code, et bien normalement,
Voilà, vous voyez, il m'a sorti plein de relations. Vous voyez, donc là, il se aligne. Donc vous voyez un petit peu la logique, le métro, hein, on pourrait définir les métros, les correspondances, tout ça, voilà. Est-ce que je vais plus loin ou pas? Oui, on va aller plus loin. Là, je vais pas me défausser. Je vais jouer une vraie requête. Donc là, j'aurais pu créer des... Là, c'est pour montrer que j'aurais pu créer des... À quoi ça ressemble le cipher? Donc c'est create, c'est très proche du SQL, vous voyez, create. Donc là, je crée un objet de petite personne avec un nom, un job, une autre personne. Donc ça, évidemment, ça prend sur le tas, hein, ça prend pas à l'école. Et donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est comment on crée des relations. Donc c'est ce fameux works at. Vous voyez, c'est une syntaxe qui ressemble un peu comme une syntaxe humaine avec une flèche. Vous voyez, avec le type de relation. La flèche, elle est au bout, là, oui. C'est volontairement exprès, là, pour que ce soit très visuel graphiquement, à l'écriture de la requête. Et on peut faire des choses marrantes comme knows, friend, voilà, c'est particulier. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Je vous laisse votre curiosité chercher le reste. Alors voilà un petit exemple. Alors, ça on l'a un petit peu fait, on va quand même le refaire. Donc si je cherche tous les films auxquels a participé Tom Hanks. Alors d'après la base de données, hein, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un grand cinéphile. Donc ça on va le laisser. Donc c'est un peu lourd, hein, parce que c'est assez visuel. Donc là je tape ma requête cipher. Hop, donc là, je laisse un petit peu le temps de lire. Donc je cherche les personnes qui ont le nom Tom Hanks, qui ont tourné dans n'importe quel film, donc un objet X, et je retourne Tom et les films. Bon, je vais très très vite, parce que bon, il faudrait faire un speed learning dédié sur le SQL, peut-être plus tard. Mais en tout cas, il va me calculer donc tous les films. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des cinéphiles d'entre vous, je suis preneur. Mais tous les films, d'après la base de données que j'ai chargée, auquel a tourné Tom Hanks. Bon, vous allez me dire, bon, c'est pas... Hein, je me suis un peu flammé pour pas grand-chose. Mieux, si je recherche la relation entre deux acteurs... Hop. Hop. Ah, hop. Wow. Ah, ok. Alors là, donc là, le fameux problème du plus court chemin, très classique, en informatique, c'est quelle est la relation entre Tom Cruise et Charlize Theron. Voilà, pour tous les goûts, hein. Hop. Et bien, on va savoir s'ils ont tourné dans le même film, s'ils ont des acteurs en commun avec qui ils ont tourné, voilà, des choses comme ça, qui sont intéressantes. Donc là, ça sent un petit peu le contexte bancaire aussi, non? Voilà, qui achète quoi, qui connaît qui, voilà, c'est aussi pour tout ce qui est criminel. Je reviendrai par la suite sur les clients de Neo4j. Donc là, je demande le fameux algorithme shortest path entre Tom Cruise et Charlize Theron. Donc, je pense, c'est la question, c'est s'ils ont joué ensemble dans un film, par exemple. Ça, c'est les cinéphiles qui peuvent le dire. Ah, ou ma base Neo4j. Elle va chercher où en fait? Ça va chercher dans une base que j'ai chargée. Au préalable. Je vais te montrer dans quelques instants. Donc là, on voit la relation entre Charlize Theron et Tom Cruise. Donc ils ont visiblement jamais tourné ensemble, parce que donc Charlize Theron a tourné dans un film avec Tom Hanks, qui lui-même a tourné dans un film avec Meg Ryan, qui elle-même a tourné un film avec Tom Cruise. Vous voyez, donc c'est la relation la plus courte entre Charlize Theron et Tom Cruise. Donc là, on peut voir aussi la relation avec le réseau de bus. Donc ça peut être très puissant. Hein. Donc tu me demandais comment on a chargé la base. Donc en fait, j'ai fait des requêtes create. Voilà, c'est un create. C'est un ensemble d'instructions que l'éditeur me propose. Create, nanana, Jessica Thompson, etc. Donc, est-ce que j'ai une slide d'avant? Non, ok. Hop, non. Alors oui, Neo4j,
2 minutes. C'est très populaire dans les banques. Ça sert dans tout ce qui est anti-fraude, ça détecte, vous voyez, ça peut détecter aussi l'affaire des Panama Papers. Je ne sais pas si certains ça évoque des choses, Panama Papers. Ouais. Ben, c'était pour relier tous les documents, toutes les relations des mafieux, tout ça entre eux. Ben, ils sont basés sur NoSQL pour voir les relations. Ça permet de... Les documents, ils étaient, comment on appelle ça, sous format numérique. Ouais, ben, ils ont accéléré les données. Ouais, ça. ils ont- Oui, ça, c'est avec bien. le OCR, je suis pas spécialiste. Et dernière chose, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, vous voyez, amis d'amis, 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 comme ça sert beaucoup à modéliser ce genre de choses. Même si... Alors, c'est la fin. Donc, NoSQL dans l'industrie bancaire. Voilà. Bon, il n'y en a pas, pour être clair, hein, il n'y en a pas. Pas beaucoup, en tout cas. Soyons clairs. Pourquoi? Parce que le SQL est là depuis 30 ans, 40 ans. Il y a pas mal d'accords commerciaux, de support sur des décennies, des dizaines d'années en tout cas. Je l'ai dit, l'immigration est compliquée, et surtout que ça stocke des données assez sensibles. Donc, on ne va pas forcément prendre de risques pour migrer. Et puis surtout que le NoSQL n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Ça reste pour l'instant assez empirique, un peu joujou. Contrairement aux bases de données SQL qui, elles, ont subi l'épreuve du temps et les différentes problématiques, des catastrophes. Voilà, elles sont beaucoup plus robustes. Donc, il n'y a pas beaucoup de NoSQL dans l'industrie bancaire. Mais ça n'empêche pas de les voir émerger dans des petits projets. Donc, c'est ce qui figure en bas. Forme... Hop, on verra mieux. Donc ça, voilà. Donc, quand prendre le choix d'une base NoSQL? Donc quand on fait un petit projet avec des données pas sensibles, petite volumétrie, voilà, un petit projet modeste, voilà, ça peut être intéressant. Voilà.